Allemagne, 1945. La guerre est terminée, mais pour des milliers de femmes allemandes, le véritable enfer ne fait que commencer. Les troupes alliées sont arrivées. L'âge ne compte pas, les supplications non plus. Il n'y a aucune échappatoire. Maisons pillées, familles brisées, corps abandonnés dans les rues. À Berlin, en Prusse orientale, en Silésie, la brutalité ne connaît aucune limite. Violations de masse, tortures inimaginables, suicides par désespoir, des mères pendues avec leurs propres foulards, des enfants brisés sous les décombres, des cadavres dérivant dans les rivières. Tout était su, tout était permis, tout a été réduit au silence. Qui a laissé faire ces crimes? Pourquoi l'histoire les a-t-elle cachés? Qu'est-il arrivé aux victimes et aux bourreaux? Voici le récit censuré de la violence la plus sombre de l'après-guerre. Le dernier souffle du Troisième Reich, la chute d'un empire et l'aube de l'occupation. À la fin du mois d'avril de l'année 1945, la Seconde Guerre mondiale en Europe approchait de son dénouement après 6 années d'un conflit dévastateur. Le Troisième Reich agonisait sous l'avancée implacable des armées alliées. L'Allemagne perdait rapidement du territoire, tandis que ses villes, autrefois symboles de puissance, se transformaient en paysages de ruines sous le martèlement constant des bombes et des obus. Depuis l'Ouest, les forces anglo-américaines progressaient avec détermination après avoir franchi le Rhin historique. Des soldats américains, britanniques et canadiens, vétérans de campagnes brutales, prenaient position dans les villes allemandes où les drapeaux blancs remplaçaient silencieusement la croix gammée. Depuis l'Est, l'armée rouge avançait avec une fureur implacable, portée par des années de souffrances indescriptibles. Ces soldats portaient avec eux non seulement leurs armes, mais aussi les souvenirs douloureux de Stalingrad, de Leningrad et de milliers de villages réduits en cendres. Leur progression inexorable représentait la revanche d'un peuple ayant perdu des millions de vies sous l'occupation nazie. Le 25 avril, dans la petite ville de Torgau, sur les rives de l'Elbe, des soldats américains du 69e régiment d'infanterie et des soldats soviétiques du 58e régiment de la garde se rencontrèrent en un moment historique. Ces hommes, divisés par leurs idéologies mais unis contre un ennemi commun, se serrèrent la main dans un geste symbolique qui marquait l'encerclement final de l'Allemagne. Le Reich était pris en étau entre deux forces implacables convergeant vers son centre. Pendant ce temps, le sort du Reich se jouait à Berlin, la ville que Hitler rêvait de transformer en une majestueuse Germania. La bataille de Berlin, qui se déroula du 16 avril au 2 mai de cette même année, marqua le requiem final du régime qui avait plongé le monde dans l'obscurité. Le maréchal Georgi Zhukov, stratège aguerri des batailles les plus impitoyables, dirigeait le premier front biélorusse après avoir défendu Moscou en 1940 et mené la victoire décisive à Stalingrad en 1943. L'offensive soviétique débuta à l'aube du 16 avril par un bombardement massif depuis les hauteurs de Silo. Plus de 20 000 canons et lance-roquettes Katyusha firent feu simultanément, illuminant l'horizon et pulvérisant les lignes allemandes. Depuis le sud, le maréchal Ivan Konev dirigeait le premier front ukrainien, tandis qu'au nord, Konstantin Rokossovski, avec le deuxième front biélorusse, bloquait méthodiquement les routes menant à la Baltique. 2 millions de soldats soviétiques, appuyés par des milliers de chars et d'avions, convergeaient sur la capitale allemande. Face à cette force écrasante, les défenses allemandes, bien que déterminées jusqu'à la tragédie, étaient fragmentées et épuisées après des années de guerre ayant consommé leurs meilleures ressources humaines et matérielles. Les défenses improvisées de Berlin reflétaient la désintégration finale du régime nazi. Des vétérans aguerris de la Wehrmacht, qui avaient autrefois conquis Paris et atteint les portes de Moscou, combattaient désormais désespérément parmi les décombres. À leur côté se trouvaient des unités fanatiques des Waffen-SS, dont les membres voyaient la bataille finale non comme une défaite inévitable, mais comme une occasion de se sacrifier pour leur fureur et leur idéologie mourante. Dans un dernier acte désespéré, le régime mobilisa le Volkssturm. Des vieillards portant encore les cicatrices de la Grande Guerre prenaient les armes aux côtés d'adolescents des jeunesses hitlériennes, certains n'ayant pas plus de 14 ans, envoyés au combat avec des Panzerfaust et des promesses illusoires de gloire éternelle. Ce mélange de vétérans épuisés, de fanatiques idéologiques et de civils mal préparés constituait la dernière ligne de défense contre l'avancée alliée. Dans la ville assiégée, la bataille prit une dimension apocalyptique.
Les défenseurs résistaient depuis toutes les positions disponibles, transformant chaque bâtiment en forteresse. Les tunnels du métro étaient devenus des refuges de fortune où des familles terrorisées s'abritaient aux côtés de soldats blessés. Des immeubles d'habitation, des magasins et même des églises servaient de postes de défense où la mort guettait à chaque coin de rue. Des tireurs embusqués tiraient depuis des fenêtres éventrées, tandis que d'autres défendaient des barricades faites de tramways renversés et de gravats entassés. Chaque rue, chaque place se transforma en un champ de bataille où la vie humaine ne tenait qu'à un fil sous le vacarme incessant de l'artillerie. Les points stratégiques de Berlin furent le théâtre de combats acharnés qui marquèrent à jamais la mémoire des survivants. Le pont Moltke, artère vitale reliant le nord et le sud de la ville, fut défendu avec acharnement jusqu'à ce que les chars soviétiques parviennent à le franchir sous un feu nourri. La chancellerie du Reich, symbole du pouvoir nazi, fut encerclée par les troupes de Zhukov et ses immenses salles de marbre, où avaient été décidés les destins de nations entières, furent réduites en poussière par le bombardement implacable de l'armée rouge. Le Reichstag, bien que n'ayant plus de fonction parlementaire depuis l'incendie de 1933, devint l'objectif symbolique de l'offensive soviétique. Le 29 avril, la 3e armée de choc lança l'assaut final contre ce bâtiment emblématique. Les combats y atteignirent une intensité féroce. Les défenseurs allemands, y compris des volontaires étrangers de la division Charlemagne, résistèrent obstinément dans chaque recoin de l'édifice labyrinthique. Les soviétiques progressaient étage par étage, affrontant grenades et tireurs embusqués dans des combats au corps à corps, rappelant davantage les guerres médiévales que le conflit mécanisé du XXe siècle. Après des heures de lutte acharnée, les soldats soviétiques atteignirent enfin le sommet. Le 30 avril, les sergents Mikhail Yegorov et Meliton Kantaria hissèrent le drapeau rouge sur le Reichstag, une image qui deviendrait le symbole ultime de la victoire soviétique et de la fin du Troisième Reich. Alors que cette bataille décisive se déroulait, Adolf Hitler passait ses dernières heures dans le Führerbunker claustrophobique sous les jardins de la chancellerie. Isolé du monde extérieur, alors que les lignes ennemies se refermaient inexorablement sur lui, il alternait entre des accès de rage incontrôlables et des périodes de résignation apathique. Le 29 avril, il rédigea son testament politique, désignant l'amiral Karl Dönitz comme son successeur, blâmant amèrement les Juifs et les généraux pour la défaite et réaffirmant obstinément son idéologie génocidaire jusqu'à la fin. Le 30 avril, après avoir épousé Eva Braun lors d'une cérémonie austère qui contrastait dramatiquement avec la pompe qui avait tant caractérisé le régime nazi, Hitler prit sa décision finale. Il se suicida en se tirant une balle dans la tête, tandis que sa jeune épouse ingérait du cyanure. Leurs corps furent précipitamment transportés dans le jardin par des assistants loyaux et brûlés avec de l'essence, selon ses instructions explicites pour éviter de tomber entre les mains soviétiques. Le feu, hâtif et incomplet, laissa des restes partiellement calcinés que les soviétiques découvrirent quelques jours plus tard. La nouvelle de sa mort, bien que d'abord gardée secrète, se répandit parmi les derniers défenseurs de Berlin comme un murmure démoralisant qui accéléra l'effondrement final. Le 2 mai, le général Helmut Weidling signa la reddition formelle de Berlin devant l'armée rouge dans une école à l'est de la ville. D'une voix brisée par l'épuisement et la défaite, il ordonna aux unités restantes de déposer les armes. Certains groupes isolés, principalement des unités fanatiques de la SS, poursuivirent une résistance désespérée jusqu'au 8 mai, lorsque l'Allemagne capitula sans condition lors d'un acte officialisé par Dönitz à Reims, puis ratifié le lendemain à Berlin. Ce jour de la victoire marqua la fin officielle de la guerre en Europe, mettant un terme à un chapitre dévastateur qui avait duré près de 6 ans. Pour Berlin, le coup fut cataclysmique. 70% des bâtiments étaient détruits ou gravement endommagés, les rues bloquées par des montagnes de gravats et les infrastructures de base totalement effondrées. Les pertes humaines furent catastrophiques. Plus de 100 000 soldats allemands, 80 000 soldats soviétiques et des dizaines de milliers de civils périrent dans une bataille qui transforma la capitale allemande en un enfer urbain. Les survivants, traumatisés et affamés, faisèrent face à un avenir incertain dans un pays vaincu, occupé et morcelé. L'occupation alliée avait été méticuleusement planifiée des mois auparavant, lors de la conférence de Yalta en février. Réunis en Crimée,
Roosevelt, Churchill et Staline s'étaient accordés sur la division de l'Allemagne en zones de contrôle afin d'assurer sa démilitarisation complète et de prévenir toute résurgence du militarisme allemand qui avait provoqué 2 guerres mondiales en moins de 3 décennies. Le territoire allemand fut divisé entre les puissances victorieuses selon des lignes tracées sur des cartes. Les Soviétiques prirent l'Est comprenant la Saxe, la Thuringe et le Mecklembourg. Les Américains occupèrent le Sud, incluant la Bavière, la Hesse et le Wurtemberg. Les Britanniques s'installèrent au nord-ouest, couvrant la Rhénanie du Nord-Westphalie et le Schleswig-Holstein. Les Français reçurent une partie du sud-ouest, notamment le Bade et la Sarre. Berlin, bien que situé en plein cœur de la zone soviétique, fut également divisé en 4 secteurs sous contrôle conjoint, un arrangement qui ferait de la ville l'épicentre symbolique de la future guerre froide. Pour gérer ce système complexe, le Conseil de contrôle allié fut créé, réunissant des représentants militaires des 4 puissances. Ses objectifs déclarés étaient la démilitarisation de l'Allemagne par la dissolution de ses forces armées, l'éradication du nazisme via des procès contre les criminels de guerre et des purges institutionnelles, l'établissement progressif d'un système démocratique basé sur des élections libres et la décentralisation de l'économie afin d'éviter toute concentration de pouvoir pouvant faciliter la montée d'un régime totalitaire. Cependant, les tensions entre les alliés émergèrent rapidement, semant les graines du conflit Est-Ouest qui allait dominer les décennies suivantes. À l'Ouest, Américains et Britanniques favorisèrent la reconstruction économique et l'instauration d'une démocratie parlementaire. À l'Est, les Soviétiques imposèrent un modèle socialiste, démantelant systématiquement les usines pour les envoyer en URSS comme réparation de guerre et instaurant un régime de parti unique. Cette fracture idéologique culmina en 1949 avec la création de 2 États allemands distincts, la République fédérale d'Allemagne, RFA, à l'ouest et la République démocratique allemande, RDA, à l'est, une séparation qui perdurerait pendant 4 décennies. Pour la population allemande ordinaire, l'après-guerre fut une nouvelle épreuve, marquée par l'anarchie et la survie. Sans gouvernement central après la dissolution des institutions nazies, des villes entières sombrèrent dans le chaos administratif. Les infrastructures étaient détruites, centrales électriques hors service, réseaux d'eau potable en ruine après les bombardements, hôpitaux débordés et fonctionnant sans médicaments ni équipements de base. Les rations alimentaires officielles ne dépassaient souvent pas les 700 calories par jour, un niveau de malnutrition extrême qui amenait la population aux portes de l'effondrement physique. À Berlin, de longues files d'attente silencieuses se formaient avant l'aube pour obtenir un simple morceau de pain noir, tandis que le marché noir établissait des prix exorbitants. 1 kilo de pommes de terre pouvait coûter l'équivalent d'1 mois de salaire en temps normal. Le désordre social aggravait cette situation désespérée. Des bandes de pilleurs parcouraient les ruines à la recherche de tout objet de valeur. Des familles brisées par la guerre, pères morts sur le front, enfants égarés lors des évacuations, se cachaient dans des sous-sols humides, redoutant autant les criminels opportunistes que certaines patrouilles alliées, dont les actes échappaient parfois à tout contrôle. Des vieillards erraient, désorientés, parmi les décombres méconnaissables, tandis que des orphelins formaient des groupes improvisés pour survivre en mendiant ou en volant. Ce vide de pouvoir et d'autorité créa les conditions parfaites pour une explosion de violence, où la frontière entre libérateurs et oppresseurs devint souvent floue dans un contexte de chaos généralisé. Le rugissement de la vengeance, la fureur soviétique et le fléau de l'armée rouge. L'avancée de l'armée rouge vers l'Allemagne en 1945 écrivit l'un des chapitres les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre l'ampleur et les racines de cette violence, il faut remonter au 22 juin 1941, lorsque l'opération Barbarossa déclencha l'invasion allemande de l'Union soviétique, inaugurant ce que les Russes appelleraient la Grande Guerre patriotique. Dès le premier jour, le front de l'Est fut conçu par Hitler non comme une campagne militaire conventionnelle, mais comme une guerre d'anéantissement contre le judéo-bolchevisme. Les forces allemandes, suivant des directives explicites, incendièrent systématiquement des dizaines de milliers de villages soviétiques, massacrèrent des millions de civils sans défense et soumirent des villes entières comme Stalingrad et Leningrad à des sièges brutaux durant des mois, voire des années, condamnant leurs habitants à des conditions inhumaines de famine et de froid extrême.
Des épisodes comme le massacre de Babi Yar, où des dizaines de milliers de Juifs furent exécutés méthodiquement dans un ravin en seulement 2 jours, ou l'extermination planifiée de prisonniers soviétiques dans des camps improvisés où des milliers périssaient quotidiennement, témoignent de la brutalité sans précédent de l'occupation nazie. Pendant leur contre-offensive, les soldats soviétiques découvraient sans cesse de nouvelles preuves d'atrocité. Des camps de concentration dont les fours étaient encore chauds, des fosses communes à peine dissimulées aux abords des villages, des communautés entières réduites en cendres par la politique de la terre brûlée pratiquée par les troupes allemandes en retraite. Pour ces soldats soviétiques, souvent des paysans et ouvriers arrachés à des vies simples, l'Allemagne ne représentait pas simplement un ennemi militaire à vaincre sur le champ de bataille. Elle était devenue la source même du mal qui avait ravagé leur patrie, détruit leur foyer et exterminé leur famille. Cette haine accumulée durant des années de guerre défensive se transforma en une volonté de vengeance lorsqu'enfin ils franchirent la frontière allemande. La propagande soviétique joua un rôle décisif en canalisant cette douleur collective vers une rétribution impitoyable. Des écrivains influents comme Ilya Ehrenburg publiaient régulièrement dans des journaux du front tels que Krasnaya Zvezda, Étoile rouge, des appels explicites à la vengeance. Ne comptez pas les jours, ne comptez pas les kilomètres, comptez seulement les Allemands que vous avez tués. Ces exhortations effaçaient délibérément toute distinction entre militaires et civils, présentant tous les Allemands, quel que soit leur âge ou leur genre, comme des coupables méritant d'être châtiés. Après 4 années d'une guerre qui coûta plus de 20 millions de vies soviétiques, la vengeance devint un impératif moral pour de nombreux soldats. Lorsque les premières unités soviétiques pénétrèrent en Prusse orientale en octobre 1944, elles déclenchèrent une vague de violence que le commandement militaire n'essaya pas véritablement d'endiguer. Les régions orientales allemandes furent les premières à subir cette furie déchaînée. La Prusse orientale, avec ses fermes prospères et ses villes historiques comme Königsberg, se retrouva prise au piège entre l'armée allemande en retraite et les troupes soviétiques progressant inexorablement. Contrairement au front occidental, où la résistance allemande s'effondrait face aux Alliés, à l'Est, les combats restèrent acharnés jusqu'aux dernières heures du conflit. À Nemersdorf, un petit village brièvement occupé par les Soviétiques en octobre 1944, puis repris par des contre-attaques allemandes, des témoignages rapportèrent des scènes troublantes, des civils systématiquement torturés, des cadavres cloués aux portes des granges, des exécutions sommaires de prisonniers de guerre. Heinrich Amberger, un officier allemand ayant participé à l'enquête ultérieure, décrivit des convois de réfugiés volontairement écrasés par des chars soviétiques, des chariots détruits avec les corps de femmes et d'enfants éparpillés sur les routes rurales, beaucoup exécutés d'une balle dans la nuque et portant des signes évidents de sévices antérieurs. Lorsque l'armée rouge atteignit enfin Berlin en avril 1945, la ville était déjà partiellement détruite par des semaines de combats et des années de bombardements stratégiques alliés. Après la reddition formelle du 2 mai, le vide de pouvoir qui en résulta déclencha une vague de violence sans précédent contre la population civile, un chapitre sombre qui marquerait profondément la mémoire collective allemande. Selon des estimations basées sur des registres hospitaliers et des témoignages, environ 100 000 femmes berlinoises, allant des adolescentes aux femmes âgées, furent violées entre avril et août 1945. Les conséquences furent dévastatrices. Près de 10 000 périrent des suites de blessures directes, d'infections ou de suicides causés par un traumatisme physique et psychologique insoutenable. Martha Hillers, journaliste qui documenta courageusement sa propre expérience dans son journal « Une femme à Berlin », décrivit avec une précision déchirante la réalité quotidienne, des soldats faisant irruption dans les abris souterrains où des familles tentaient de se protéger, des agressions répétées souvent perpétrées sous les yeux de proches impuissants et un silence imposé autant par la peur que par la honte sociale. « Nous sommes devenus des ombres », écrivit-elle, « des femmes mortes qui marchaient parmi les vivants. » Les rapports médicaux contemporains révèlent des cas profondément troublants. Dans le district de Prenzlauer Berg, une jeune fille de 17 ans arriva dans un poste sanitaire avec des blessures si graves après une attaque collective qu'elle mourut 2 jours plus tard malgré les soins médicaux. Sa mère, contrainte d'assister à l'agression, se suicida cette même nuit. À Kreuzberg,
Un pasteur luthérien retrouva une institutrice respectée de 45 ans pendue dans la cave de son église avec une brève note. « Je ne peux plus regarder mes enfants après cela ». La violence prit également d'autres formes, tout aussi destructrices. En Prusse orientale, des villages entiers furent systématiquement incendiés en plein hiver, laissant les survivants exposés à des températures glaciales. En Silésie, des familles entières furent exécutées sommairement, accusées de prétendue résistance. À Berlin, les tortures accompagnaient fréquemment les agressions sexuelles, mutilations au couteau militaire, humiliations publiques préméditées, assassinats exemplaires. À Pankow, un homme de 60 ans fut contraint d'assister au viol de sa femme et de sa fille avant d'être exécuté d'une balle dans la nuque, un acte qui combinait la violence sexuelle au terrorisme psychologique. Il n'existe aucune preuve documentaire d'ordre direct de Staline visant à attaquer délibérément les civils, mais son attitude permissive créa un climat d'impunité généralisé. Lors d'une rencontre avec Milovan Djilas, un dirigeant yougoslave qui questionna les abus soviétiques, Staline répondit avec une indifférence calculée. « Ne comprenez-vous pas qu'un soldat qui a marché des milliers de kilomètres à travers le sang et la mort mérite de se soulager avec une femme ou un verre ?» Cette tolérance officielle, combinée à un manque de discipline rigoureuse dans des unités qui s'étaient massivement accrues avec l'arrivée de nouvelles recrues, permit aux abus de se multiplier sans contrôle effectif. Les quelques 800 000 femmes ayant servi dans l'armée rouge en tant que tireuses d'élite, infirmières, opératrices de chars ou artilleuses, vécurent cette période depuis une position particulièrement complexe. Elles avaient affronté les mêmes horreurs que leurs camarades masculins pendant des années, et la propagande anti-allemande avait inévitablement façonné leur perception. Cependant, les archives historiques indiquent que leur participation directe aux abus contre les civils fut statistiquement bien inférieure à celle des soldats hommes. Certaines tentèrent activement d'intervenir, comme l'infirmière Anna Petrova, qui raconta des années plus tard comment elle fut menacée avec une arme alors qu'elle essayait d'empêcher le pillage d'une maison à Königsberg. « Je ne pouvais pas regarder, mais je ne pouvais rien faire non plus. » Ce conflit intérieur, cette impuissance face à la brutalité généralisée, soulève des questions importantes sur la manière dont ces femmes ont moralement appréhendé ce qu'elles ont vu dans un contexte où la hiérarchie militaire sanctionnait rarement ces comportements. La vengeance soviétique transforma définitivement les régions touchées et leur population. En Prusse orientale, plus d'1 million de civils allemands fuirent désespérément vers l'ouest. Ceux qui restèrent furent confrontés à une violence systématique ou à un déplacement forcé lorsque la région fut transférée administrativement à la Pologne et à l'URSS, effaçant des siècles de présence germanique. À Berlin, les mois entre mai et août 1945 restèrent gravés dans la mémoire collective comme une période de terreur indiscriminée que la propagande soviétique justifia comme une juste rétribution des crimes nazis, mais qui, pour les victimes, ne fut qu'une nouvelle phase de souffrance sous de nouveaux bourreaux. Les vainqueurs dans l'ombre, les crimes cachés des forces alliées. Alors que l'aide de l'Allemagne souffrait sous l'occupation soviétique, l'Ouest attendait l'arrivée des forces alliées occidentales avec un mélange de soulagement prudent et d'anxiété persistante. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France avaient joué un rôle décisif dans la défaite militaire du nazisme, depuis le débarquement en Normandie jusqu'à la libération de villes emblématiques comme Paris, Amsterdam et Munich. Pour de nombreux Allemands dans les régions occidentales comme la Rhénanie, la Bavière et les futurs secteurs occidentaux de Berlin, ces troupes représentaient l'espoir d'un traitement plus humain après des années sous le régime nazi. Cependant, la réalité qu'ils ont rencontrée s'éloignait considérablement de cette image idéalisée. Les soldats occidentaux ont également commis de graves abus, notamment contre les femmes allemandes, dans un contexte défini par le ressentiment accumulé après des années de combats brutaux, un vide dangereux d'autorité effective et une population civile vulnérable dans un pays physiquement détruit. Selon les recherches méticuleuses de l'historien J. Robert Lilly, basées sur des archives militaires déclassifiées, entre 1942 et 1945, des soldats américains ont été responsables d'environ 11 040 viols documentés en Europe, avec une augmentation statistiquement significative pendant les derniers mois de la guerre et les premiers mois de l'occupation, lorsque les troupes entrèrent en contact direct avec la population civile allemande.
Ces agressions se concentrèrent particulièrement dans des villes comme Munich, capturée le 30 avril 1945 par des unités de la 7e armée américaine, et Stuttgart. À Berlin, les abus augmentèrent considérablement lorsque les forces américaines prirent le contrôle des secteurs occidentaux comme Wilmersdorf et Charlottenburg en juillet 1945, sous les accords de partition. Osmar White, correspondant australien ayant accompagné les troupes alliées pendant leur avancée, décrivit avec une franchise inquiétante comment les agressions augmentèrent à mesure qu'ils franchissaient la frontière allemande. Des soldats qui avaient vu leurs camarades tomber à Anzio ou dans la forêt de Hürtgenwald ne faisaient souvent pas la distinction entre les nazis coupables et les civils innocents. Pour certains, conditionnés par des années de propagande, tout Allemand représentait une extension de l'ennemi responsable de tant de souffrances. Malgré les ordres explicites du haut commandement américain interdisant strictement le contact non officiel avec les civils allemands, dans le cadre de la politique de non-fraternisation imposée par le général Eisenhower, circulait parmi les troupes une phrase cynique révélatrice. « Copuler sans converser n'est pas fraterniser ». Cette expression reflétait une mentalité qui considérait les agressions sexuelles comme une forme permise de soulagement après des années de tensions extrêmes sur le front. Les témoignages documentés révèlent des schémas perturbants. Dans le quartier berlinois de Neukölln, une mère de 3 enfants fut brutalement agressée devant ses enfants. Quelques semaines plus tard, incapable de traiter le traumatisme, elle se suicida avec un mélange de produits chimiques ménagers. À Wilmersdorf, une étudiante de 19 ans porta plainte formellement contre 2 soldats du prestigieux 82e régiment aéroporté qui l'attaquèrent alors qu'elle cherchait de l'eau potable. Bien qu'elle ait réussi à les identifier devant un enquêteur, l'affaire fut classée sans explication, illustrant l'impunité prévalente. L'application de la justice militaire américaine montrait un schéma problématique de partialité raciale. Sur environ 190 condamnations pour viol prononcées par des tribunaux militaires en Europe, 29 aboutirent à des exécutions. Mais la grande majorité concernait des soldats afro-américains, comme Louis Thiel, exécuté en Italie en 1945. Pendant ce temps, les soldats blancs accusés de crimes comparables recevaient souvent des sanctions relativement légères comme des amendes ou des transferts, reflétant les préjugés profondément ancrés dans les forces armées américaines de l'époque. Les troupes britanniques, qui prirent le contrôle de secteurs berlinois comme Tiergarten et Spandau, commirent proportionnellement moins d'abus documentés, mais elles n'en furent pas exemptées. Le 10 mai 1945, des soldats du 7e régiment de hussards britanniques firent irruption dans des habitations privées à Spandau en cherchant de l'alcool et de la nourriture. Plusieurs femmes furent agressées pendant ces incidents et une mère de 32 ans fut retrouvée étranglée le lendemain avec des signes évidents de violence sexuelle. Un rapport confidentiel de la police militaire britannique mentionne au moins 15 cas formellement enregistrés de viols attribués aux troupes britanniques à Berlin entre mai et juillet 1945, bien que les enquêtes aient rarement progressé en raison d'obstacles institutionnels. Dans un incident près de la porte de Brandebourg, une femme de 34 ans fut retrouvée morte avec des signes d'agression multiples. Des témoins désignèrent systématiquement des soldats de la 11e division blindée britannique, mais le dossier fut clos en raison de l'absence de preuves concluantes malgré des éléments circonstanciels substantiels. Les forces françaises, en particulier leurs unités coloniales de soldats nord-africains connus sous le nom de goumiers, laissèrent une trace particulièrement brutale de violences sexuelles. À Freudenstadt, après un bombardement allié le 16 avril 1945, des troupes du 1er armée française, sous le commandement du général Jean Delattre de Tassigny, déclenchèrent ce que les témoins décrivirent comme une orgie de violence. Des femmes furent systématiquement extraites de leur maison et agressées publiquement, certaines devant leur famille, dans des actes alliant humiliation et domination. L'historien Perry Bidiscombe documente minutieusement 385 viols à Constance, 600 à Bruchsal et environ 500 à Freudenstadt uniquement entre avril et mai 1945. À Berlin, dans le quartier de Wedding, le 8 mai, ironiquement, le jour officiel de la fin de la guerre en Europe, des soldats marocains attaquèrent 12 femmes dans un abri souterrain, laissant 3 d'entre elles dans un état critique avec des blessures internes
nécessitant une chirurgie d'urgence. À Reinickendorf, une mère célibataire fut retrouvée brutalement assassinée avec des signes de torture prolongés. Des témoins identifièrent des soldats sénégalais comme responsables, mais aucune enquête formelle ne fut menée. Norman Naimark, dans son étude fondamentale sur l'occupation, indique que les troupes coloniales françaises agissaient fréquemment avec une férocité comparable à celle des éléments de l'armée rouge, alimentés par des années d'humiliation sous l'occupation nazie, lorsque leurs pays d'origine furent exploités par le régime de Vichy et que leurs compatriotes furent recrutés de force pour travailler dans des conditions d'esclavage dans les usines allemandes. Cette colère historique accumulée, combinée à l'absence de contrôle disciplinaire effectif de la part des officiers français, créa des conditions propices aux abus contre les civils sans défense. Au-delà des agressions sexuelles, les forces occidentales commirent d'autres actes violents significatifs. Lors de la libération du camp de concentration de Dachau le 29 avril 1945, des soldats américains de la 45e division d'infanterie, confrontés soudainement à des preuves graphiques de l'horreur nazie, des piles de cadavres squelettiques, des fours crématoires encore chauds, des survivants réduits à des ombres humaines, exécutèrent sommairement plus de 30 gardes SS et certains prisonniers allemands réguliers dans un acte de justice improvisé né du choc moral profond. À Berlin, des femmes qui avaient travaillé comme personnel auxiliaire dans des camps voisins comme Sachsenhausen furent attaquées par des troupes occidentales qui les accusaient sans distinction de collaboration criminelle. Dans le quartier berlinois de Tempelhof, une veuve de 40 ans fut tuée le 18 mai par un groupe de soldats américains qui burent dans son appartement partiellement bombardé, l'accusant sans preuve de cacher un officier nazi de haut rang. Son corps, retrouvé plusieurs jours plus tard, montrait des signes de violence extrême, mais aucune enquête officielle ne fut ouverte sur l'incident. À Schöneberg, une jeune femme de 23 ans, qui ironiquement avait servi de messagère pour un groupe de résistance anti-nazie, fut brutalement interrogée par des troupes britanniques sous soupçon d'être une werewolf, membre de la résistance nazie, et fut ensuite retrouvée morte avec des signes évidents de torture systématique. Son cas fut administrativement classé comme accident lors de l'interrogatoire, évitant toute responsabilité institutionnelle pour sa mort. La réponse des commandants alliés occidentaux à ces crimes documentés montra un modèle incohérent et fréquemment superficiel. Dans le cas emblématique de Dachau, le lieutenant-colonel Félix Sparks fut initialement enquêté pour les exécutions qui eurent lieu sous son commandement, mais le général influent George Patton rejeta personnellement les accusations en arguant que l'horreur découverte dans le camp justifiait pleinement les réactions émotionnelles de soldats normaux face à une anomalie morale absolue. À Berlin, les conseils de guerre formellement constitués pour enquêter sur les plaintes d'abus furent statistiquement rares et remarquablement inefficaces. Parmi les centaines de plaintes formelles soumises entre mai et août 1945, moins de 5% aboutirent à des condamnations, selon les estimations d'historiens tels que Myriam Gebhardt. À Pankow, une femme de 28 ans identifia positivement un agresseur britannique en juillet 1945, fournissant des détails précis sur son unité et son rang. Mais l'affaire fut classée administrativement en invoquant le manque de témoins crédibles, bien que plusieurs voisins aient corroboré des éléments clés de son témoignage. Avec les troupes françaises, l'impunité institutionnelle fut encore plus marquée. Les officiers supérieurs imposaient rarement des sanctions disciplinaires significatives aux unités coloniales sous leur commandement, justifiant implicitement les excès comme une forme compréhensible de catharsis après des années d'occupation brutale nazie dans leur territoire d'origine. Le général Charles de Gaulle, informé en détail des abus commis d'abord en Italie et ensuite en territoire allemand, choisit stratégiquement de ne pas intervenir de manière décisive, privilégiant l'image unifiée de son armée de libération sur la justice pour les victimes, considérée en fin de compte comme faisant partie d'une nation ennemie. L'effondrement total de l'ordre civil et de la structure administrative à Berlin après la bataille facilita objectivement ces crimes, créant un vide de pouvoir où la violence pouvait fleurir avec de minimales conséquences. Avec la ville fragmentée en secteurs administratifs autonomes et les autorités allemandes traditionnelles complètement dissoutes ou délégitimées, la population civile, en particulier les femmes, se retrouva effectivement sans protection dans un environnement où le ressentiment accumulé des soldats occupants
alimenté par des années de guerre brutale et une propagande officielle présentant tous les Allemands comme collectivement coupables, se combinaient dangereusement avec le manque de supervision effective. Ces actes de violence perpétrés par les forces occidentales, bien que statistiquement moins étendus et systématiques que ceux attribués à l'armée rouge, laissèrent néanmoins une marque indélébile dans les communautés occupées. Un sombre rappel que même la libération la plus nécessaire et justifiée pouvait apporter avec elle des éléments sombres qui compliquaient moralement le récit triomphal de la victoire alliée. Pour les victimes directes, la distinction entre les différents uniformes des occupants se fondait fréquemment dans l'expérience universelle de la souffrance et de la vulnérabilité extrême qui caractérisa cette période chaotique de transition entre la guerre et une paix précaire bâtie sur les bases d'un traumatisme collectif. Les cicatrices de l'enfer, la souffrance éternelle des victimes oubliées. Les viols massifs qui ont ravagé l'Allemagne en 1945, perpétrés tant par les forces soviétiques que par les armées occidentales, ont laissé les femmes allemandes avec des blessures profondes qui allaient bien au-delà du physique, marquant de manière indélébile leur vie future et celle de leur communauté d'un traumatisme qui persisterait silencieusement pendant des décennies. À Berlin, épicentre symbolique de la catastrophe, les hôpitaux improvisés dans des bâtiments partiellement détruits, tels que le légendaire Charité à Charlottenburg, autrefois fierté de la médecine allemande, désormais réduit à une fraction fonctionnelle de son ancienne capacité, prirent en charge des centaines de victimes présentant des lésions physiques dévastatrices, fractures multiples du bassin, déchirures internes massives, hémorragies persistantes souvent mortelles en raison de la pénurie critique de médicaments de base, d'équipements chirurgicaux et de personnel médical qualifié dans une ville en effondrement. Un rapport confidentiel élaboré par la Croix-Rouge internationale en 1946 estimait que jusqu'à 15% des femmes dans les zones urbaines occupées contractèrent des maladies vénériennes telles que la syphilis et la gonorrhée à la suite d'agressions sexuelles systématiques, à une époque antérieure aux antibiotiques modernes, lorsque ces infections pouvaient entraîner des complications chroniques affectant de façon permanente leur santé reproductive et, dans les cas avancés, provoquer démence, paralysie progressive et mort prématurée. Les grossesses non désirées résultant de ces viols représentaient un fardeau dévastateur supplémentaire pour le traumatisme initial. Selon des estimations conservatrices basées sur des fragments de registres hospitaliers, entre 10 000 et 20 000 enfants naquirent directement des agressions sexuelles uniquement à Berlin durant la première année d'occupation. Beaucoup de jeunes mères, confrontées à une impossibilité matérielle et émotionnelle, furent contraintes d'abandonner ces bébés dans des orphelinats improvisés, incapables, tant physiquement, psychologiquement qu'économiquement, d'élever des enfants conçus dans la violence extrême au milieu de la famine généralisée, de l'absence de logement adéquat et de la pauvreté absolue qui caractérisait l'Allemagne d'après-guerre. Le traumatisme psychologique infligé par ces expériences fut tout aussi dévastateur, créant des blessures invisibles mais profondément invalidantes. D'innombrables survivantes développèrent ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique sévère, une dépression clinique chronique, une anxiété paralysante et un profond sentiment de perte irréparable de dignité personnelle, les isolant effectivement de leurs anciennes communautés et réseaux de soutien. Dans le quartier berlinois de Wedding, une institutrice respectée de 34 ans, brutalement agressée par plusieurs assaillants devant le cadavre de son mari récemment mort au combat, cessa de parler pendant des mois, selon le témoignage détaillé d'un pasteur luthérien qui tenta en vain de lui apporter du réconfort spirituel. À Moabit, une patiente de seulement 19 ans, hospitalisée après une agression particulièrement brutale dans un sous-sol utilisé comme abri anti-aérien, répétait obsessionnellement qu'elle ne valait plus rien et qu'elle était trop sale pour continuer à vivre, écho déchirant de la honte intériorisée et de la dévaluation personnelle ressentie par tant d'autres victimes silencieuses. Les suicides devinrent une réponse tragiquement fréquente face à cette souffrance apparemment insoluble. Entre mai et décembre 1945, les autorités militaires alliées estimèrent, de manière conservatrice, qu'environ 10 000 femmes berlinoises se suicidèrent par divers moyens, bien que le chiffre réel fut probablement bien plus élevé compte tenu des nombreux cas non documentés dans les zones rurales ou officiellement attribués à des causes naturelles,
afin d'éviter la stigmatisation religieuse et sociale du suicide. Certaines choisirent de sauter depuis les étages supérieurs de bâtiments partiellement détruits dans le quartier central de Mythe. D'autres ingérèrent des poisons ménagers élaborés à partir de produits chimiques industriels ou de nettoyage trouvés parmi les décombres, tandis que beaucoup optèrent pour se pendre avec des cordes improvisées dans la solitude désolante de foyers dévastés par les bombardements. Dans le quartier de Schöneberg, une mère de 40 ans avec 3 enfants se suicida par pendaison, après avoir été agressée à plusieurs reprises devant ses enfants, laissant derrière elle une note manuscrite exprimant de façon tragiquement éloquente « Je ne peux plus vivre avec ce qui s'est passé. Je ne peux pas regarder mes enfants dans les yeux en sachant ce qu'ils ont vu. » Le stigmate social entourant les victimes de violences sexuelles aggrava dramatiquement cette crise humanitaire, ajoutant une couche supplémentaire de souffrance à des expériences déjà insupportables. Dans l'Allemagne conservatrice d'après-guerre, profondément influencée par des valeurs traditionnelles catholiques et protestantes concernant la pureté féminine, les survivantes étaient souvent perçues avec un mélange toxique de mépris à peine voilé, de suspicion et de rejet par une société incapable de traiter collectivement l'ampleur de la catastrophe morale subie. Dans le quartier berlinois de Tempelhof, une jeune mère de 25 ans fut explicitement rejetée par sa belle-mère après lui avoir confié douloureusement les détails de son agression, étant cyniquement accusée d'avoir provoqué l'agression par son comportement ou même d'en avoir secrètement profité, reflétant des attitudes profondément misogynes qui blâmaient les victimes plutôt que de reconnaître la responsabilité exclusive des agresseurs. À Kreuzberg, une jeune femme courageuse de 18 ans qui tenta formellement de dénoncer son agression brutale devant un conseil local provisoire fut publiquement humiliée et ridiculisée par les personnes présentes, y compris d'autres femmes qui craignaient d'être associées à quelqu'un taché par un contact sexuel forcé avec l'ennemi. Ce jugement social silencieux mais implacable força d'innombrables femmes à dissimuler désespérément leurs expériences, de peur d'être marquées à jamais comme impures, ou pire encore comme collaboratrices volontaires ayant trahi leur nation dans ses moments les plus sombres. Dans le quartier aisé de Zellendorf, une survivante de 30 ans chercha du réconfort spirituel dans son église paroissiale pour se voir suggérer par le pasteur avec condescendance de prier pour son pardon personnel et d'accepter sa souffrance comme expiation des péchés collectifs du peuple allemand, reflétant ainsi une mentalité généralisée qui blâmait indirectement les victimes au lieu de reconnaître la responsabilité exclusive des agresseurs. Les enfants nés comme conséquence directe de ces agressions sexuelles massives, connus par euphémisme comme les enfants de la honte, ou plus crûment, comme les bâtards des Russes, dans le cas de ceux conçus pendant l'occupation soviétique, ont hérité d'un destin particulièrement cruel qui les a marqués dès la naissance. Dans le district berlinois de Pankow, un orphelinat improvisé dans un ancien bâtiment scolaire abritait plus de 200 bébés abandonnés au milieu de l'année 1945, beaucoup laissés là par des mères désespérées, qui voyaient impossible de les élever au milieu du chaos de l'après-guerre. Une travailleuse sociale assignée à l'établissement a décrit avec une précision déchirante comment ces enfants innocents étaient systématiquement traités comme des parias sociaux. Personne ne voulait d'eux à proximité. Les autres mères les regardaient comme une malédiction vivante, un rappel constant de l'humiliation nationale qu'elles préféraient oublier. À Wilmersdorf, un enfant de 5 ans né d'un viol commis pendant les premiers jours de l'occupation a été brutalement expulsé du foyer familial par son beau-père en 1950, qui le considérait littéralement et explicitement comme du sang ennemi infiltré dans sa lignée, un bâtard russe qui ne méritait ni compassion ni ressources familiales. Les structures familiales traditionnelles se sont fracturées de manière irréparable sous le poids insupportable de ces expériences traumatiques. À Reinickendorf, un soldat allemand qui est finalement revenu de captivité soviétique en 1946 a définitivement abandonné sa femme, en apprenant l'agression sexuelle qu'elle avait subie pendant son absence et l'enfant né de cette agression. Il l'a publiquement qualifiée de honte vivante et a emmené avec lui leurs autres enfants, leur refusant tout contact futur avec leur mère, désormais considérée comme contaminée par son contact forcé avec l'ennemi. À Spandau, une femme de 28 ans a écrit de manière déchirante dans une lettre personnelle retrouvée des décennies plus tard parmi ses affaires.
Mon mari ne doit jamais le savoir. Je préférerais me donner la mort plutôt que de lui avouer. Il me tuerait de ses propres mains avant d'accepter de vivre avec quelqu'un qui a été touché par nos conquérants. Cette méfiance corrosive et cette rupture structurelle des noyaux familiaux ont transformé les foyers, traditionnellement des espaces de refuge et de réconfort, en territoires minés par des secrets inavouables et des tensions permanentes, ajoutant une autre couche d'isolement social à des victimes déjà profondément traumatisées. Les conditions matérielles extrêmes de l'après-guerre ont intensifié de manière dramatique ces séquelles traumatiques, créant un cercle vicieux de vulnérabilité physique et psychologique. La famine généralisée qui frappait Berlin, avec des rations officielles quotidiennes souvent inférieures à 1000 calories, moins de la moitié de ce qui est nécessaire pour maintenir les fonctions corporelles de base chez les adultes, affaiblissait encore plus des survivantes déjà physiquement compromises par les blessures subies pendant les agressions. Une femme de 35 ans dans le district central de Mitte, après avoir été brutalement agressée par plusieurs attaquants pendant 3 jours consécutifs, est morte silencieusement de pneumonie pendant le premier hiver d'après-guerre. Son médecin traitant a explicitement attribué son décès à un corps trop épuisé par le traumatisme physique, la malnutrition sévère et le froid extrême pour combattre une infection qui, dans des circonstances normales, aurait été parfaitement surmontable. Le déplacement massif des populations qui a caractérisé la période d'après-guerre, avec plus de 12 millions d'Allemands ethniques expulsés de force des territoires de l'Est, maintenant annexés par la Pologne et l'Union soviétique, a ajouté une autre dimension tragique à la souffrance des victimes. De nombreuses femmes qui avaient survécu à des agressions initiales dans leur lieu d'origine ont fait face à de nouveaux abus pendant le processus chaotique d'expulsion ou dans des camps de transit surpeuplés et insalubres établis à la hâte dans les zones occidentales pour gérer cet exode humain sans précédent. À long terme, les effets de cette catastrophe humanitaire se sont reflétés dans des indicateurs mesurables de santé publique qui ont inquiété même les autorités d'occupation, principalement concentrées sur la reconstruction matérielle et la dénazification. En 1947, une étude réalisée par l'administration municipale berlinoise a rapporté que les taux de maladies mentales diagnosticables chez les femmes de 20 à 40 ans, précisément la démographie la plus touchée par les agressions massives, étaient environ 30% plus élevés que les niveaux d'avant-guerre, une augmentation dramatique explicitement attribuée par les médecins contemporains aux expériences traumatiques vécues en 1945 et à leurs séquelles psychologiques non traitées. Les survivantes qui ont courageusement tenté de reconstruire leur vie ont fait face à des obstacles sociaux et institutionnels persistants qui compliquaient toute possibilité de rétablissement intégral. À Charlottenburg, une jeune femme de 26 ans a été sommairement renvoyée de son emploi dans une usine textile en 1946 lorsque ses collègues ont découvert accidentellement son passé de victime, l'accusant explicitement de porter malheur à l'environnement de travail et de représenter un rappel indésirable d'événements que la communauté préférait collectivement oublier. Le traumatisme collectif infligé par cette violence sexuelle massive a laissé une marque profonde dans le tissu social allemand qui a dépassé de loin les victimes directes, affectant des communautés entières pendant des générations. Dans les quartiers résidentiels de Berlin, les conversations sur les agressions systématiques subies sont devenues un tabou social absolu, un silence assourdissant que tous respectaient par accord tacite. Les familles réduisaient activement au silence les survivantes, supposément pour protéger l'honneur familial, mais perpétuant effectivement un cycle destructeur de déni collectif qui empêchait un traitement sain du traumatisme partagé. Une enseignante d'école primaire à Schöneberg a observé avec perspicacité en 1949 que les filles préadolescentes de sa classe, beaucoup étant des filles de femmes ayant survécu à des agressions sexuelles pendant l'occupation, montrèrent de manière constante des signes inquiétants d'anxiété extrême, de comportements renfermés et de peur irrationnelle envers les figures masculines d'autorité, un écho intergénérationnel de la douleur non traitée de leur mère qui se transmettait silencieusement même sans verbalisation explicite. Cette souffrance transmise à travers les générations a fourni une preuve tangible de la manière dont les viols massifs de 1945 avaient fondamentalement altéré le tissu social, culturel et psychologique de communautés entières pendant des décennies, laissant des cicatrices invisibles mais profondément réelles
qui persisterait longtemps après que les bâtiments bombardés aient été reconstruits et que l'économie allemande ait connu son renouveau miraculeux d'après-guerre. Le pacte du silence, des décennies d'oubli et la vérité interdite. Pendant des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le récit historique dominant du conflit s'est concentré presque exclusivement sur les atrocités commises par les puissances de l'Axe, en mettant particulièrement l'accent sur l'Holocauste, ce crime sans précédent qui coûta la vie à 6 millions de Juifs européens dans des camps d'extermination industrialisés, sur les invasions brutales lancées par Hitler qui déclenchèrent le conflit mondial, et sur les massacres systématiques perpétrés par les forces japonaises dans des lieux comme Nankin et la Mandchourie, où des centaines de milliers de civils chinois furent exterminés avec une sauvagerie défiant toute compréhension humaine. Cette perspective historique, absolument essentielle pour comprendre l'ampleur incomparable du mal commis par les régimes nazis et fascistes, eut toutefois pour effet collatéral de reléguer au second plan, voire d'invisibiliser directement, les crimes commis par les forces alliées victorieuses, créant ainsi un récit simplifié dans lequel les bons demeuraient immaculés face à la malveillance absolue de leurs ennemis vaincus. La propagande officielle d'après-guerre, soigneusement orchestrée tant en Occident que dans le bloc soviétique, présentait de manière constante les armées victorieuses comme des libérateurs irréprochables, porteurs d'une mission historique de justice et de restauration morale. Ce récit triomphaliste omettait délibérément des épisodes profondément problématiques tels que les bombardements stratégiques indiscriminés contre des populations civiles, illustrés par le controversé bombardement de Dresde en février 1945, qui tua entre 25 000 et 35 000 civils en à peine une nuit de feu apocalyptique, ou encore les viols massifs et les pillages systématiques qui laissèrent des milliers de victimes innocentes dans l'Allemagne occupée, que ce soit dans la zone soviétique ou, à une échelle moindre mais selon des schémas similaires, dans les secteurs occidentaux. Ce silence, institutionnalisé sur les aspects les plus sombres de la victoire alliée, remplissait de multiples fonctions stratégiques. Il protégeait l'image héroïque et moralement supérieure des vainqueurs, essentielle pour légitimer le nouvel ordre international d'après-guerre. Il évitait des complications diplomatiques à un moment de reconstruction européenne nécessitant la coopération entre anciens ennemis. Et peut-être plus importante encore, il refusait implicitement justice et reconnaissance à ceux qui avaient souffert aux mains de leurs soi-disant sauveurs, enterrant leurs histoires sous un récit de triomphe incontestable du bien sur le mal, qui n'admettait ni nuance ni complexité morale. Dans les premières décennies suivant la fin officielle des hostilités, toute mention publique des excès alliés, en particulier en ce qui concerne la violence sexuelle massive perpétrée contre les femmes allemandes, fut systématiquement censurée, minimisée ou discréditée en tant que propagande néofasciste. Les médias occidentaux dominants, depuis des journaux prestigieux comme le New York Times, jusqu'aux chaînes radiophoniques influentes telles que la BBC, mettaient méticuleusement en avant les massacres nazis dans des lieux emblématiques tels que Babi Yar ou Treblinka, tout en ignorant ou en mentionnant à peine les rapports de plus en plus nombreux sur les abus systématiques à Berlin, Stuttgart, Königsberg et dans des dizaines d'autres villes allemandes occupées. Dans l'Union soviétique et ses États satellites, la glorification officielle de l'armée rouge en tant que libératrice héroïque de l'Europe et sauveuse des peuples opprimés atteignait des dimensions quasi religieuses, créant un culte d'État de la victoire qui rendait absolument impossible toute discussion honnête sur le comportement réel des troupes soviétiques dans les territoires conquis. Les voix des victimes de Prusse orientale, de Silésie et de Berlin-Est furent étouffées sous des tonnes de propagande présentant toute critique, si fondée soit-elle, comme une tentative révisionniste d'égaler victimes et bourreaux, effaçant ainsi la distinction morale fondamentale entre agresseurs fascistes et libérateurs socialistes. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, avec la déclassification progressive des archives militaires précédemment restreintes, et le travail d'investigation minutieux d'une nouvelle génération d'historiens tels qu'Anthony Beevor, Norman Neymark et Myriam Gebhardt, que ces vérités inconfortables ont finalement commencé à émerger au grand jour, forçant une réévaluation partielle mais significative de certains aspects du récit établi sur la fin de la guerre et l'occupation qui a suivi. Les documents désormais accessibles à la recherche académique ont révélé avec une clarté perturbante l'ampleur réelle des crimes commis,
des environ 100 000 viols perpétrés à Berlin par des éléments de l'armée rouge, documentés avec un soin minutieux dans des rapports médicaux et policiers contemporains, jusqu'aux milliers de cas similaires commis par les troupes américaines, britanniques et françaises à l'Ouest, enregistrés fragmentairement dans des archives judiciaires militaires, correspondances officielles et témoignages personnels qui ont finalement trouvé un public disposé à écouter. Cependant, la reconnaissance officielle de ces événements de la part des puissances impliquées reste même au XXIe siècle insaisissable et profondément problématique. Certains leaders politiques, intellectuels et militants argumentent avec passion qu'il est absolument nécessaire de condamner explicitement ces actes historiques pour honorer correctement la mémoire de toutes les victimes de la guerre, quelle que soit leur nationalité ou l'uniforme de leurs agresseurs, et pour progresser vers une réconciliation historique complète basée sur la vérité partagée. D'autres, tout aussi vocaux, craignent qu'une telle reconnaissance, en particulier si elle provient de sources gouvernementales officielles, ne relativise moralement les atrocités incomparablement plus grandes du régime nazi, diluant dangereusement la responsabilité historique de Hitler et de ses complices dans le déclenchement du conflit et le génocide planifié de populations entières. Ce débat contemporain, parfois houleux, reflète la complexité morale et politique extraordinaire de la mémoire historique, surtout lorsqu'il s'agit d'événements traumatiques de portée civilisationnelle comme la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, les survivantes sont restées silencieuses pendant des décennies, réduites au silence non seulement par le stigmate social et la honte intériorisée, mais aussi par l'urgence pratique de reconstruire un pays en ruine et de réintégrer psychologiquement une société fracturée par la défaite totale. Dans les pays alliés, en particulier ceux dont les soldats ont participé directement à ces abus, admettre officiellement ces crimes de guerre impliquerait de défier des récits nationaux héroïques, construits laborieusement pendant des générations et profondément intégrés dans l'identité collective de sociétés qui se considéraient comme les sauveurs moraux de la civilisation face à la barbarie nazie. Mais le silence prolongé, aussi compréhensible que soient ses motivations politiques ou psychologiques, n'a pas le pouvoir d'effacer la réalité historique. Comme l'a écrit avec éloquence l'historienne allemande Miriam Gebhardt, seule une historiographie honnête, qui considère avec le même rigueur à la fois les horreurs indéniables perpétrées par le régime nazi et les erreurs morales commises par ceux qui l'ont justement défait, permettra véritablement d'apprendre les leçons complètes du passé et de construire un avenir plus conscient de la fragilité de nos prétentions civilisationnelles lorsqu'elles sont confrontées aux réalités brutales de la guerre totale. L'écho des événements de 1945 continue de résonner dans la conscience européenne et mondiale, un rappel permanent des vérités inconfortables qui attendent d'être pleinement reconnues, non pas pour relativiser des responsabilités historiques clairement établies, mais pour compléter le tableau complexe d'une époque qui a défini le monde contemporain dans toutes ses contradictions morales et ambiguïtés humaines.